Le débat sur le mariage pour tous avec vous, donc Dominique Bertinotti, ministre de la Famille, et vous, Henri Guénaud, député UMP, qui êtes hostile à ce mariage. Ce débat, je vais l'animer avec Jean-François Aquili, le directeur de la rédaction de RMC. Bonsoir Jean-François. C'est un plaisir. Voilà, eh bien, on va démarrer tout de suite sur la façon dont le débat va se dérouler à partir d'après-demain à l'Assemblée nationale, puisque François Hollande l'a dit et répété à maintes reprises, il pense que ce débat doit être tranché par le Parlement et non pas par voie de référendum. Henri Guénaud, vous réclamez un référendum, vous le dites dans cet opuscule, mariage, Monsieur le Président, donnez la parole aux Français, dites à Madame Bertinotti pourquoi il faut un référendum. Il faut un référendum tout simplement parce que, d'abord, les Français sont divisés, parce que ce projet de loi déchire beaucoup de conscience, heurte beaucoup de gens, et que la seule manière de faire en sorte que cette loi devienne la loi de tous et que nous surmontions nos divisions, eh bien, c'est de permettre à chaque conscience française de participer à la décision. Voilà, j'entends dire beaucoup que la société française est prête, que la majorité est d'accord. Eh bien, il suffit de demander aux Français leur avis et nous le saurons. Voilà. Et de permettre encore une fois à chaque conscience de pouvoir partager la décision. Dominique Bertinotti. Donc, vous balayez les remarques des constitutionnalistes qui estiment que le champ de cette réforme ne fait pas partie précisément du champ de l'article 11. Oui, je l'ai balayé. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du référendum d'initiative populaire puisqu'on ne peut pas le provoquer, puisqu'il n'y a pas eu le vote de la loi organique et que c'était de votre responsabilité. Alors, oui, je balaye les arguments des constitutionnalistes, tout simplement parce que l'article 11, depuis qu'il a été réformé par Jacques Chirac, prévoit de faire des référendums sur les questions de politique sociale. Or, le mot social, il a une définition dans le dictionnaire. Sauf que Jacques Toubon était tout à fait hostile à l'intégration des notions sociétales dans le champ du référendum. Certains étaient hostiles, certains étaient favorables. Le problème est simple, on a mis social. On a mis social dans la langue française, ça veut dire qu'il y a trait à la société, au rapport entre une personne et le reste de la société. C'est dans le dictionnaire. La Constitution dit la langue française est la langue de la République. Si nous n'avons pas une langue commune dans laquelle s'exprime notre Constitution, nous n'avons plus de Constitution. Voilà, les choses sont très simples en réalité. Le président de la République a parfaitement le droit, s'il le veut, de saisir le peuple, parfaitement le droit. Si on suit la lettre sur n'importe quel sujet, si on suit la lettre de nos institutions, déboucher sur de la démagogie, comme le disait si bien Jacques Toubon. Oui, ça j'ai trouvé extraordinaire d'ailleurs cette remarque. Pour moi, ça n'est jamais de la démagogie de saisir le peuple. On s'abaisse jamais en saisissant le peuple, on se grandit. Vous savez, si on considère que saisir le peuple... Vous avez été élu par le peuple, donc vous faites pas confiance à votre fonction de député. Vous avez un regard sur le parlementarisme qui est si négatif que ça. De la Ve République, la souveraineté appartient au peuple. Avez-vous choisi de vous faire élire La souveraineté député appartient au peuple et il l'exerce soit directement, soit par la voix de ses représentants. Je pense qu'il y a des sujets, c'est un vieux débat. Je sais que dans votre famille politique, dans votre parti... Vous n'êtes pas resté présent à la commission des lois, mais pour une raison très simple. Lors du débat... Nous sommes restés... C'était pas un débat, il n'y a pas de débat à l'Assemblée sur ce sujet, madame. Il n'y a pas de débat, Je suis désolée, il y avait... un débat. Moi, j'ai eu ce débat avec Christiane Taubira au sein de la commission des lois, où vos collègues députés UMP étaient présents, où nous avons pu échanger absolument sur tous les sujets. Nous avons passé 18 heures ensemble. Vous vous êtes levé, vous êtes parti de la commission des affaires sociales et on ne vous a pas vu à la commission des lois. C'est une singulière conception. J'y suis passé un peu pour voir comment ça se passait. Écoutez, on ne s'est pas vu alors. Vous avez dû y passer de façon très fugace. Parce que alors, si vous permettez... parce qu'on ne va pas rester sur ce sujet. Non, mais si vous permettez, je vais vous expliquer. Mais si, c'est un débat très intéressant. Avec mes collègues à la commission des affaires sociales... La modernisation de notre démocratie passe aussi par un regain de la vie parlementaire. Oui, elle passe d'abord par la prise en compte des aspirations et de la volonté du peuple. Voilà, mais il s'est exprimé lors de la campagne présidentielle, lors de la campagne des législatives. J'aimerais pouvoir vous répondre à la fois sur la commission des affaires sociales et là-dessus. Voter pour un président de la République et approuver son programme, ça n'est pas donner force de loi à son programme. Il faut encore faire voter les textes. Je ne demande pas au président de la République de se... Pardon. Mais non, le Parlement ne peut pas tout faire. C'était le débat de 62, quand le président de la République, le général de Gaulle, a dit « Moi, je veux que ça soit le peuple qui décide de l'élection du président au suffrage universel et pas les parlements. » La démocratie a quand même évolué. Rappelez-vous, oui, François Mitterrand avait eu l'intelligence, le bon sens et le courage en 1992 de dire
Eh bien, je peux passer par la voie parlementaire pour Maastricht, mais je vais passer par la voie du peuple. Parce que ça fait des sujets, et ça faisait partie du champ du référendum. Je pense que c'est un sujet bien plus lourd. Je voudrais finir sur la commission des affaires sociales. Pourquoi nous en sommes partis? Nous en sommes partis pour une raison très simple. Nous avons participé à la discussion générale, participé à la discussion de l'article 1, et à partir du moment, nous avons proposé de discuter de l'alliance civile, à partir du moment où nos collègues de la majorité ne voulaient discuter que de leur texte et que nous considérons que le Parlement n'est pas légitime pour trancher sur cette question. Mais oui, mais je l'assume. J'assume, c'est incroyable. J'assume parfaitement cela. Nous sommes sortis. Deuxième sujet. Attendez, nous sommes sortis. Nous participerons au débat public. Nous participerons au débat public dans l'hémicycle. Parce que c'est un débat. Je le répète, à la commission des lois, sont restés jusqu'au bout. Chacun le fait selon sa conscience. Madame le ministre, chacun le fait selon sa conscience. Permettez-moi de l'avoir fait selon la mienne. C'est vrai qu'à l'UMP, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas une histoire de parti. C'est pas une histoire de parti, pardon. C'est une histoire de conscience et de conscience personnelle. Je pense que là, sur le comportement, deuxième sujet. Mon comportement ne mérite aucun jugement, ni de votre part, ni de parti. Quand je respecte votre position, respectez la mienne. Voilà. Deuxième mini-débat. Est-ce qu'aujourd'hui, on a entendu les avis des uns et des autres, notamment ceux des opposants au mariage pour tous? Est-ce qu'il n'y a pas un vieux fond d'homophobie dans certains propos qui ont été tenus? Allez, plus largement, est-ce que être anti-mariage pour tous, c'est être homophobe? Qui commence? Dominique Bertinotti. Moi, je vais être beaucoup plus nuancé. Je trouve qu'il ne faut pas être dans la caricature. Je comprends tout à fait que l'on puisse exprimer un avis négatif à l'égard de la loi que nous proposons et qu'en même temps, on puisse avoir un regard indifférencié sur la question de l'homosexualité. Il n'y a pas de fond homophobe. J'ai dit que j'allais avoir un propos nuancé. En même temps, nous avons aussi entendu des dérives. Et nous entendons quelquefois une façon d'appréhender la question de l'homosexualité qui est très insultante pour les homosexuels. Mais moi, je ne suis pas pour mettre tout le monde dans le même sac. Nous devons être extrêmement vigilants, y compris à l'intérieur même des députés. Il peut y avoir des dérapages. J'espère qu'ils n'auront pas lieu parce que ce serait totalement indigne pour le coup du Parlement. Mais de là à considérer que tout le monde est homophobe, je pense que je ne franchirai pas ce pas-là. Maintenant, nous allons voir, nous allons rentrer dans le temps du débat parlementaire. Chacun jugera et appréciera en fonction des propos qu'il va tenir publiquement. Henri Guénaud, là-dessus? Oui, pour moi, il n'y a aucune discussion possible. Moi, je ne me laisserai entraîner, je pense que jusqu'à présent l'avoir fait, dans aucune dérive, aucune outrance. L'homophobie est quelque chose qui me fait horreur. Et je crois n'avoir pas écrit un mot ou une ligne susceptible de blesser quiconque. En tout cas, ça a été... Je me suis efforcé de le faire. Je ne sais pas si j'y ai parfaitement réussi, mais c'est vraiment mon état d'esprit. Et dans les deux camps, il y a des excès, des outrances, et ils doivent être tenus à l'écart de ce débat. Et quand vous dites l'institution du mariage, ça a toujours été l'union d'un homme et d'une femme. C'est un fait historique. Pour vous, c'est un fait historique, c'est un fait historique reconnu par tous les anthropologues jusqu'aux années récentes où certains pays ont ouvert le mariage. Même des gens qui ont pris d'ailleurs, même des anthropologues très connus qui ont pris position pour le projet de mariage le disent vous dites clairement. Précisément, parce que j'ai lu attentivement votre ouvrage, vous dites c'est l'union d'un homme et d'une femme en vue de la procréation. Oui, c'est donc déjà c'est une autre approche. Je réponds à sa question. Et je redis qu'aujourd'hui, parce qu'il y a eu une évolution de la société, parce que la technique médicale a progressé, aujourd'hui, de plus en plus, mariage et procréation sont deux choses qui peuvent être totalement scindées. Donc, force est de reconnaître cette réalité-là. Je disais tout à l'heure, et je le redis, 56% des enfants qui naissent aujourd'hui en France naissent hors mariage. Et que je sache, on est très fiers d'avoir un tel taux de natalité. Donc, vous voyez que le mariage peut être ouvert aux couples de même sexe sans remettre en cause les fondements de la société. Sortir de dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont nés en mariage, dont moi le premier, ça n'a rien à voir avec la question que vous souleviez auparavant, qui est très intéressante, de la dissociation entre les parents sociaux et les parents biologiques, entre la procréation biologique et... c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit mariage et procréation. Et puis
puis la filiation et la parenté. Je crois que là, on est au cœur du sujet. C'est-à-dire que j'entends souvent les partisans du projet de loi dire mais tout ça, ça n'est pas dans la loi. Dans la loi, on se concentre uniquement sur l'ouverture au mariage et l'adoption. Mais pardon, c'est contenu dans la loi par conséquence, parce que c'est logique. Si vous donnez à tous les couples hétéros et homosexuels qui sont mariés le droit par conséquent d'avoir des enfants, vous leur reconnaîtrez aussi forcément les moyens d'en avoir, par tous les moyens médicaux, scientifiques, techniques qui existent aujourd'hui, qui existeront demain. Vous connaissez la réalité des familles homoparentales aujourd'hui. Oui, bien sûr. La réalité des familles homoparentales, c'est des familles qui ont déjà ces enfants. Oui, pas tous par procréation. Alors, quelquefois, on va reparler de... Oui, parce que c'est quelque chose d'important, parce que moi, je suis ministre de la Famille et j'examine dans sa diversité les réalités familiales. Ça, vous avez parfaitement raison. Donc, je disais simplement aujourd'hui que mariage et procréation n'allaient pas de pair, c'est-à-dire qu'on peut se marier et ne pas avoir d'enfants, et on peut vivre ensemble, et là je parle de l'hétérosexualité, on peut vivre ensemble et avoir des enfants. Oui, mais pour l'essentiel... Voilà. Donc le mariage n'est plus simplement l'institution dont le fondement est la procréation. La question c'est pour l'essentiel, la procréation a toujours un rapport avec la différence des sexes, voilà, et qu'il y a sauf des cas extrêmement... Non, c'est le sujet. Le mariage, ouvrir le mariage à tous, c'est remettre en cause le rapport entre la différence des sexes et la procréation. Et ça a des conséquences considérables sur le... Mais bien sûr que si, sinon il fallait pas toucher à l'institution du mariage. Vous avez une vision unique du modèle familial. Non, pas du tout, madame. C'est tellement peu unique que moi, je suis issu d'un modèle familial complètement hétérodoxe. Les histoires personnelles n'ont pas d'intérêt. Mais si elles en ont pour moi. Mais si. Nous raisonnons en tant que politique. Je veux dire, nous sommes tous le produit d'une histoire. Désincarné. La politique, c'est pas humain. La politique, ça n'a rien à voir avec la vie. On ne peut pas, simplement au nom de sa propre histoire personnelle, tirer des généralités. Ah ben moi, elle m'a appris des choses. Moi, je tire des généralités à partir de l'étude que je fais de la diversité des familles de la société. Et la politique, elle doit être humaine, madame. Elle doit être enracinée dans la vie. Et moi, je ne peux pas dissocier. Je peux pas dissocier ma position politique et ce que je veux pour les autres de ce que j'ai vécu moi-même et de ce que je ressens pour moi-même. Pardonnez-moi. Mais c'est important. Oui, mais Henri Guénaud a un peu de retard sur vous, si j'ose dire, sur le temps de parole. Alors, finissons là-dessus. Je voudrais, Henri Guénaud, juste avant de marquer une pause, parce qu'après on va voir les conséquences pour les enfants, etc., et les questions d'adoption, de procréation, etc., dans une seconde partie. Mais tout de suite, pourquoi, c'est une question que je vous posais, qu'on vous posait tout à l'heure, mais pourquoi ne pas admettre que finalement ce mariage homosexuel a été instauré dans d'autres pays européens et que ça n'a pas l'air de provoquer des drames considérables. Donc pourquoi ne pas le faire également? Vous savez, d'abord, les blessures intimes des enfants qui n'ont pas de père ou pas de mère, ce ne sont pas des drames considérables pour la société, mais ce sont des drames individuels très, très profonds. Et puis, personne n'a dit, en tout cas pas moi, que ça allait provoquer la révolution, que ça allait mettre le feu, qu'il n'y aurait plus de société. Simplement, la société qui va se fabriquer... Non, dans mon ouvrage, il n'y a pas ça. Je dis simplement que la société que cela va fabriquer ou permettre est une société dont je ne veux pas. Voilà, elle reposera sur des valeurs que je récuse. Je ne dis pas que vous avez tort ou raison, c'est pas un débat sur le fait d'avoir tort ou raison. C'est un débat de valeurs et de principes. Oui, et la question est de savoir comment on tranche ce débat. Je reviens juste d'un mot sur l'histoire de la procréation médicale assistée. Aujourd'hui, des couples... C'est vous qui en parlez. Oui, mais j'en parle parce qu'un couple hétérosexuel marié, stérile... On va y venir. Ça, je garde qu'on va y revenir très complètement. Aujourd'hui, quand il est stérile, ou quand il y a une maladie sexuellement transmissible grave, il peut recourir à la PMA. Bien, à partir du moment où vous allez ouvrir le mariage à d'autres couples, et bien les autres couples pourront aussi recourir à la PMA. Et puis si vous donnez la PMA pour les femmes civile, quelle différence avec ça ne touche pas à la filiation. Voilà, l'idée c'est que ça ne touche pas à la filiation. Ça règle les problèmes de reconnaissance sociale de l'amour, et ça c'est parfaitement légitime. Bon. Deuxièmement, ça règle les problèmes d'égalité, de droit, des pensions de réversion, les problèmes de bail, etc. Enfin, il y a beaucoup de problèmes, c'est vrai, il y a beaucoup d'injustices qui sont vécues comme des souffrances par certains, mais je ne veux pas qu'on en profite pour instaurer un droit à l'enfant. Or, c'est exactement ce qui va arriver si on étend le mariage à tout le monde.